Bravo avec chers téléspectateurs, de cette deuxième partie de notre émission d'aujourd'hui. La rétro-info de la semaine, on avait parlé la première partie sur ces déclarations, la situation des droits de l'homme, les déclarations de Louis Yahnou, on a parlé de la rencontre avec Tebboune et l'arrestation de Saad Bouakba. Pour cette deuxième partie, on va commencer avec la situation économique. Le dinar qui a chuté, une chute historique. On n'a jamais vu un dinar, un euro plutôt, un euro qui vaut 300 dinars, peut-être un peu plus, parce que 300 dinars, c'était hier. Chaque jour, il y a des augmentations. Chaque jour, il y a du nouveau sur ce sujet. Donc, on va parler de cette crise, hein, si je peux dire, parce que la chute du dinar, le dinar, c'est le symbole de notre pays. C'est Sofiane Hanachi. D'abord, merci d'être avec nous encore une fois, bienvenue. La chute de dinar n'a jamais atteint ces niveaux horribles. Hein. Je parle bien sûr de dinar, le marché non officiel, le marché parallèle. Hein. Un euro à 300 dinars, c'est quoi? C'est une catastrophe pour l'économie algérienne. C'est surtout la réaction du pouvoir. Il n'y a aucune réaction officielle. C'est quoi? En effet, le problème des échanges des monnaies convertibles, des devises en Algérie devrait être parmi les premières inquiétudes du régime. Qui alimente ce marché? Un grand point d'interrogation. Il y a certaines opinions des avis qui sont acceptables. Je me rappelle, dans les années 80, il y avait un petit peu la bulle des échanges des devises, généralement dans l'été, quand les immigrés ils rentrent en Algérie. Ou peut-être le Hajj. Voilà, ou peut-être pas pour le Hajj. Mais plus en été, quand les immigrés ils viennent, ils ramènent avec des devises, il y a des Algériens. Et après, ça s'est accentué d'une manière incroyable, surtout à partir de la fin des années 80, début des années 90, et depuis c'est une la trend elle est exponentielle. Maintenant, dire la diaspora algérienne, je ne crois pas qu'elle est dans la mesure à en être l'origine. Cet argent, d'où vient-elle? Vient-elle des banques algériennes? Possible. Parce que sinon il n'y a aucune autre explication. Parce que c'est de l'argent c'est des devises qui sont hors du circuit monétaire de l'État. Et c'est des grosses sommes. Bon, je ne sais pas s'il y a des estimations sur le volume de cet argent qui circule ou dans ce marché parallèle, mais bon, l'augmentation veut dire qu'il y a moins de peut-être d'offres, c'est-à-dire qu'il y a moins de devises disponibles dans le marché. C'est pour ça que sa valeur, mais n'empêche que le flux alimentant ce marché, il ne s'arrête pas. Du square de Sofia au square de Constantine, au square de Annaba, au square de Ouharan. En plus, c'est des squares, comme tu as dit, très connus. Hein? Tout le monde connaît comme quoi il y a, si tu veux chercher on a de toute façon, les gens vont se reconnaître. On a un café, tout le monde peut aller là pour changer le devise. Hamid,
Est-ce que c'est un danger pour l'économie maintenant avec la chute de la valeur du dinar par rapport à la devise, par rapport à l'euro, pound, le dollar? C'est quoi les effets sur l'économie algérienne, c'est le Had? Des effets grands et néfastes. Nous avons affaire à une économie dirigée et qui compte particulièrement sur l'importation. Même les petites et moyennes entreprises qui, soi-disant, fabriquent en Algérie, elles font appel à la technologie, donc c'est de l'importation. Elles font appel à la matière première, donc c'est de l'importation. Elles font même appel à la matière première qui a été transformée, mais à l'origine qui venait d'Algérie. Donc, pour vous dire que ça nous coûte 2 fois plus cher. Ajouté à cela, nous avons des décisions populistes, non réfléchies, et je pense à ce qui a été décidé récemment par rapport à l'exportation ou à l'importation des cabas. Mais ça veut dire quoi, cette importation des cabas? C'est-à-dire que vous encouragez les Algériens à faire de l'importation informelle, à la légaliser pour absorber la colère sociale, pour absorber le chômage, et par conséquent, l'effet immédiat, ça encourage la monnaie. La demande pour le devise a multiplié par des dizaines. Bien sûr, déjà que la demande était forte, et avec cette institutionnalisation de l'importation des cabas, on encourage les jeunes à faire ce genre de business et on leur dit c'est légal, n'ayez pas peur, voilà, vous avez une opportunité. Et du coup, il y a une pression énorme sur les squares comme a été dit avant, et parce que le marché, c'est l'offre et la demande. La demande est tellement grande que l'offre, l'offre elle baisse, et par conséquent, le prix monte. Quand l'offre baisse, le prix monte, et c'est pour ça qu'on voit cette déflagration et la dégringolade du dinar. Et à cela, il faudra aussi ajouter le fait que ce régime fait tout pour acheter cette paix sociale en important des produits, et l'État qui s'endette non pas pour favoriser la production, mais il s'endette pour nourrir certaines bouches. Je ne dis pas que c'est le peuple algérien qui en bénéficie, parce que c'est aussi beaucoup de corruption. Quand vous avez une économie informelle, donc vous avez les gens qui ne payent pas de taxes, et ceux qui ne payent pas de taxes, ils doivent payer de la corruption, parce que même si c'est une économie informelle, elle est visible, tout le monde le sait. Ces squares-là existent, on les voit, et ils sont super protégés. Est-ce que vous avez entendu une fois parler d'une agression dans le square où il y a un hold-up, où un groupe de mafieux a volé l'argent du square? Non, parce que c'est eux qui le contrôlent. Et moi, ma thèse est que la Banque centrale a les devises, elle récupère les devises, elle les distribue aux banques secondaires qui, elles, sont appelées à les vendre aux clients, mais au lieu de faire ça, elles vont alimenter les squares. D'un autre côté, vous et moi, si on a des devises, on peut ouvrir des comptes devises. J'ouvre un compte devise en Algérie, 1 mois, 2 mois plus tard, je vais demander le cash, ils me disent il n'est pas disponible. Pourquoi? Parce que le cash que moi je dépose, à supposer que j'ai mon cash que je dépose dans des banques secondaires, ce cash-là se retrouve dans les squares. Donc c'est ça la boucle, et la boucle elle est alimentée parce que c'est la nature du régime. C'est un régime informel qui favorise une économie informelle et qui par conséquent met une pression extraordinaire sur la monnaie qui est dévaluée parce que ça crée de l'inflation. L'inflation, elle est créée du fait que nous n'avons pas de valeur ajoutée sur le produit que nous consommons, donc ces produits nous coûtent plus cher, donc c'est pour ça qu'ils vont encourager à l'augmentation du SMIC ou des salaires, mais la chose qu'on achetait
10 dinars, et ben, ils vont l'acheter à 15 dinars. C'est-à-dire que si vous augmentez un salaire d'une proportion égale à 5 dinars, c'est-à-dire que ça ne change rien. Si vous achetiez quelque chose aujourd'hui 10 dinars avec un salaire X, ça vaut la même chose que si vous l'achetiez à 15 dinars avec un salaire X plus 5. Voilà, ça ne change rien du tout pour le consommateur algérien. Le reste avec nous, je reviens à vous. J'ai le grand plaisir de recevoir maintenant dans notre studio M. Adel Khallaf, consultant international en télécom, bancaire et économie. C'est Adel, marhaba bik. Bonsoir, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. D'abord, Adel, puisqu'on parle de la chute de dinar, j'aimerais bien écouter Tebboune avec ses promesses. Il nous a promis plusieurs fois, comme qu'elle fera tout. Ça fait pendant 6 ans qu'il est au pouvoir. Il n'arrête pas de permettre les Algériens de renforcer le dinar, d'augmenter la valeur du dinar. On va écouter ce qu'il a promis, surtout pour l'économie, le dinar. On va écouter Tebboune pendant ces 6 ans et j'en viens à toi. سنة 2022 إلا اقتصادية محضة وتم نشوفه. إن كانت سنة 22 سنة التعافي الاقتصادي فسوف تكون سنة 23 بإذن الله تعالى سنة الإقلاع الاقتصادي الحقيقي. نلتزم معاكم وحاسبوا في نهاية 2025 بداية 2026 ما نزيدش نستورد كيلو نتاع قمح. نواصل محاربة المضاربة، تسقيف الأسعار، تقوية الدينار الجزائري. اقتصادنا أصبح هو الاقتصاد الثالث في افريقيا وما زال يزيد يطلع. قلتها ونزيد نكررها ومسجله عندكم ان سنه 2027 الدخل القومي تاعي يصبح 400 مليار دولار. اليوم الامكانيات تاعنا تخلينا باش نرجع كذلك نوعا ما قدره الدينار، القدره الشرائيه تاع الدينار، على ان سنتي 2023 و2024 تكون سنتين نتطرق لها بصفة خاصة للاقتصاد وإعادة بناء الاقتصاد وانطلاقة اقتصادية حقيقية. البنك العالمي يعترف أن بدينا في معركة رفع قيمة الدينار وأن فيه مؤشرات إيجابية بالنسبة لرفع قيمة الدينار. أنا توعدت وراني شاد في كلامي لأن احنا نقولوا الراجل يتعلق من لسانه. دا الدينار يطلع ولكن في العهد الجاي إن شاء الله الدينار يولي يسوى. سنة قال دينار في العودة الثانية الدينار يولي يسوى. D'abord peut-être pour nos téléspectateurs, si tu peux nous expliquer la différence, hein, parce qu'il y a le dinar du marché parallèle et le dinar du marché officiel. Apparemment, le marché officiel il est stable, il n'a pas chuté, mais par contre, le marché parallèle, il a chuté. On n'a jamais vu cette valeur dans notre histoire. C'est quoi la différence et c'est quoi les effets sur l'économie algérienne? D'abord, s'il y a un problème entre le taux officiel et le taux parallèle, d'abord, l'une des raisons les plus importantes, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est quels sont les points, quels sont les éléments qui font chuter une monnaie. D'accord, donc une monnaie. Un des premiers éléments, c'est l'hyperinflation. L'hyperinflation vient du fait que nous n'arrivons pas à développer une industrie locale de production qui nous permet donc, si on n'arrive pas à avoir une industrie qui exporte, qui développe l'autosuffisance pour le pays, on est obligé donc de combler le déficit budgétaire. Donc aujourd'hui, l'Algérie vit un déficit budgétaire. Donc l'Algérie est obligée d'imprimer de l'argent. On est obligé d'avoir recours. Tu penses qu'on est en train d'imprimer de l'argent maintenant? Parce que Tebboune n'a pas de critiquer Yahya qui l'avait lui officiellement, hein, comme quoi on imprime la monnaie, mais pour lui, c'était une erreur, on ne le fera jamais. Non, c'est complètement faux. On est obligé d'imprimer de l'argent aujourd'hui parce que l'Algérie ne génère plus suffisamment d'argent par rapport au passé. Si vous voyez, les exportations hors hydrocarbures sont insignifiantes. L'Algérie ne produit pas, malheureusement, quand je dis ça, j'ironise un peu, mais je veux dire,
Quelles sont nos exportations aujourd'hui? 7 milliards, 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards, 15 milliards de dollars? C'est rien du tout. C'est un chiffre qui, même si on était à 15 milliards de dollars hors hydrocarbures, c'est un chiffre qui est complètement ridicule. Or, on n'est même pas à la moitié de ça. Donc, c'est vous dire la gravité de la situation. Donc, nous avons le problème de l'hyperinflation. Quand on imprime de la monnaie, d'ailleurs, vous me dites, est-ce que nous sommes en train d'imprimer de l'argent ou pas? Je vous signale que le budget de l'État pour 2026, il est de 130 milliards, je crois. 135, ouais. Voilà. Il est où cet argent? Vous pensez que cet argent, il faut bien qu'il soit physique? Il faut bien qu'il soit... Il y a l'argent technique, donc l'argent en écriture bancaire, et il y a l'argent physique qui existe. Où sont les 130 milliards de dollars du pour budget? eux, Ils ne sont pas là. L'année prochaine, on aura vendu le gaz et le pétrole et on aura un peu d'argent. Oui, non, mais ça, c'est des décisions beaucoup trop risquées. Si on planifie un budget sur des spéculations des énergies fossiles, dont on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 mois, dans 6 mois, ça veut dire qu'on met la tête sur la guillotine. Néanmoins, il y a un autre point qui est très important. Un des éléments principaux, et ceci est un symptôme qui ne trompe pas, c'est comme si une femme voulait cacher le fait d'être enceinte. À un moment, elle ne peut plus le faire. Donc, aujourd'hui, le symptôme qui démontre que nous avons un gros problème, c'est la chute des devises. Si vous avez une chute de la valeur du dinar, ça veut dire que nous avons une chute drastique des réserves en devises. Ça veut dire que la banque... parallèle, ce n'est pas un marché officiel. Comment expliquer ça? Oui, justement, j'arrive à ça. Ça veut dire que la Banque centrale n'arrive plus à combler les taux de change. D'accord? Donc ça, c'est un élément qui est très important. Maintenant, votre question, le taux parallèle, c'est de la pure spéculation. Parce qu'aujourd'hui, il y a un autre élément qui provoque la chute de la monnaie locale. C'est quoi? C'est le manque de confiance des investisseurs, qu'ils soient internes ou les IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers. Aujourd'hui, vous savez, les investisseurs à l'international ne se bousculent pas pour venir en Algérie. Tout le monde va au Maroc, tout le monde va en Tunisie, tout le monde va au Moyen-Orient. On n'en parle même pas le Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, les Émirats sont des pays qui aujourd'hui, par rapport à l'Algérie, ils ont approximativement 35-40 ans d'avance. Nous avons tellement régressé déjà sur le plan diplomatique qui impacte l'économie. Donc, il y a la perte de confiance des investisseurs étrangers, surtout quand le président de la République fait des déclarations comme la mobilisation générale. Vous savez, la mobilisation générale, ça implique quoi? On va en guerre. Qu'est-ce qui se passe? Donc, les gens qui veulent mettre de l'argent chez vous se disent, attendez, il y a une mobilisation générale, c'est quoi? Il y a la 3e guerre mondiale va commencer en Algérie. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Donc, les agences de connotation, d'évaluation de risque, d'investissement en Algérie classent l'Algérie avec un score négatif qui n'installe pas la confiance dans l'esprit de l'investisseur. Donc la perte de la confiance des investisseurs étrangers, la perte de confiance des investisseurs dans le pays, donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se réfugier sous d'autres monnaies. Donc on va acheter des dollars, on va acheter de l'euro, on ne peut plus faire confiance au dinar, à la monnaie locale. Et donc rareté de la devise, et automatiquement effondrement de la monnaie locale. Mais ça reste la même... Je pose toujours la même question. Pourquoi ne s'est pas effondré au marché au taux officiel? Pourquoi? Parce que d'abord, le taux officiel, il est relativement stable. Il a toujours été. Or, le taux officiel, il peut changer rapidement si l'Algérie affiche des exportations importantes, des investissements, des réformes structurelles importantes, que ce soit des réformes dans la fiscalité, dans le système bancaire. Si on réforme le système bancaire et si on réforme le système fiscal, ça va être un symptôme de bonne santé, de bonne perspective pour le pays. Or, aujourd'hui, le pays est pétri de corruption. Il y a un problème de la justice parce que pour un oui, pour un non. D'ailleurs, je signale au passage que l'Algérie, où en sommes-nous avec l'acte de dépénalisation de l'acte de gestion? Vous savez, aujourd'hui, les chefs d'entreprise publiques en Algérie ne signent absolument rien. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à la moindre signature, c'est la tôle. Donc vous voyez, tout ce climat d'instabilité, de manque de confiance, de rigidité, fait en sorte à ce que l'impact se voit dans la microéconomie, dans les entreprises par-ci, par-là, et puis après ça touche l'ensemble, donc la macroéconomie. Mais en revenant aux déclarations de Tebboune, quand il insiste comme quoi il va stabiliser le dinar, c'est quoi? Il n'a pas ses données, et il a des faux chiffres, c'est de la démagogie?
Quand pendant des années, il insiste, il déclare la même chose, comme quoi cette année, c'est iqlal iqtisadi, que notre dinar va se stabiliser ou peut-être il va se renforcer. Cette déclaration... Écoutez, je vais vous donner un exemple qui répond bien à votre question. Je vais vous donner l'exemple d'un pays qui est approximativement 30 fois plus puissant que l'Algérie sur le plan économique. 30 fois, la Turquie. Vous savez, la Turquie exporte pour approximativement 85-90 milliards de dollars. 800 à 900 milliards de dollars. Ça, c'est les exportations de la Turquie. C'est énorme, d'accord? La Turquie, à ce jour, a des problèmes de contrôle de sa monnaie. Pourquoi? Parce qu'elle est confrontée à des problèmes régionaux et elle est confrontée à certains problèmes diplomatiques. L'Algérie est un pays où l'économie ne voit pas le jour. Nous avons un tissu industriel inexistant. Nous sommes encore dans la mentalité des années 70. Nous avons tout en un. Vous pensez que c'est normal, vous, en 2025, vous n'avez qu'un seul fournisseur Internet? Vous savez, nous sommes en Grande-Bretagne. Si vous voulez avoir une connexion Internet, vous savez, vous avez le choix entre combien de fournisseurs? Vous en avez 80, 100, je ne sais plus. En Algérie, vous avez un fournisseur d'électricité, un seul fournisseur d'Internet, un seul fournisseur dans les trains. Tout est en un. On est encore dans la mentalité de 1900 Charles Aznavour. C'est-à-dire, nous sommes arriérés, nous sommes dans la mentalité des années 70 et on veut appliquer ça dans une économie de marché aujourd'hui qui est basée sur le numérique. Aujourd'hui, où sommes-nous dans les investissements, par exemple, dans l'intelligence artificielle? On est très loin derrière. L'Arabie Saoudite... Mais on est champion dans la déclaration, parce qu'à les écouter, on est parmi les meilleurs au monde. Mais c'est normal, parce qu'on adore donner de la confiture au cochon. C'est tout à fait simple. La traduction est très simple. Écoutez, les matières premières, aujourd'hui, quand vous avez un homme qui est, pour moi, sur le registre, un bac moins 50, j'ai nommé Kamel Rezig, un homme qui écrit papa avec 3 P, qui est ministre des Affaires du Commerce extérieur. Vous avez un pays qui a... Alors, je vais vous dire, si vous me permettez, je prends 1 minute et demie pour vous donner le meilleur exemple économique du monde. À votre avis, à vous, ou à vous, quel est le meilleur modèle d'économie au monde? Le meilleur modèle économique au monde, à votre avis? Ce n'est pas les États-Unis. Voilà, on peut dire la Chine aussi. La Chine aussi. J'allais dire la Chine. Voilà, la Chine et les États-Unis. Bravo. J'allais dire la Chine. Eh bien, je vais vous dire, c'est ni l'un ni l'autre. Quand on parle du meilleur modèle économique, le meilleur modèle économique au monde, c'est Gaza. C'est Gaza. Une région qui est sous embargo, où rien ne rentre, où rien ne sort. C'est un pays où tout ce qui est consommé à Gaza est produit à Gaza. Ici à Londres, moi j'ai vu des produits laitiers, des produits emballés d'une qualité exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils étaient condamnés, donc ils ont construit un écosystème à l'intérieur, les Gazaouites, à qui j'envoie le plus grand hommage. Parce que, donc, l'Algérie, en comparaison, nous avons 1600 km de côte maritime, nous avons plusieurs milliards de dollars de réserves, nous avons 9000 ou 10 000 km de voies ferrées, nous avons plusieurs aéroports dont la piste dépasse 3500 mètres, donc on peut recevoir les plus grands porteurs pour le cargo. Nous avons une jeunesse qui ne demande qu'à être formée. C'est quoi donc? Et donc nous avons tout ça et on n'arrive pas à produire bras. C'est quoi? C'est la compétence ou c'est l'irada siyasiya, comme on dit? C'est où le problème en Algérie? Le premier problème, c'est qu'en Algérie, nous avons toujours ce blocage à l'intérieur où il faut connaître FLEN ou la FLEN pour aboutir à un tel projet. Vous savez, moi j'ai eu le plaisir de travailler dans notre pays. J'y ai développé le passeport c'est moi qui ai fait le passeport biométrique algérien. J'ai développé le paiement biométrique en Algérie. À chaque fois, on m'arrête. À chaque fois, on me bloque. Pourquoi? Parce que je suis Adel Khalef, parce que je ne connais pas des personnalités. Voilà. En Algérie, c'est pas ce qu'on fait, c'est qui on connaît. Si vous êtes l'ami, du copain, du voisin d'un très haut responsable, tous vos projets sont permis, sont autorisés. Donc, on n'encourage pas la jeunesse. On n'encourage pas comment on appelle ça, la création de l'emploi. On n'encourage pas l'investissement. On ne donne aucune importance aux PME et PMI qui sont la colonne vertébrale de la croissance économique d'un pays qui se veut. Monsieur le Président de la République cite l'Algérie comme un pays émergent. Mais c'est complètement faux de dire ainsi. On est très loin d'être un pays émergent.
Le Brésil est un pays émergent. La Turquie est un pays émergent. L'Algérie est un pays sous-développé parce que nous créons des obstacles. Nous sommes des ténors à trouver des problèmes aux solutions. C'est à cause de parce qu'on n'a pas de compétences ou parce qu'on fait exprès ou parce que... Non, on a de la compétence. En Algérie, il y a des chefs d'entreprise d'une intelligence extraordinaire. Est-ce que c'est une politique de destruction du pays? Est-ce qu'on peut dire ça? Parce que c'est bizarre quand même de trouver la raison, de mettre le doigt sur la cause de cette... Écoutez, si vous me permettez, je vais répondre en une seule phrase, باللانجاج تاعنا. ما كاينش رجاله. Au niveau de... ما كاينش رجاله au niveau du top du pouvoir. On ne fait rien pour les jeunes. On ne permet pas aux jeunes d'émerger. On n'ouvre pas la porte aux gens. Il n'y a pas... L'entrepreneuriat n'est pas respecté, n'est pas encouragé, n'est pas boosté. On ne veut pas que ce pays démarre. Donc c'est exprès. Bien, pour moi, c'est exprès. Hamid Lelou, on va revenir à cette déclaration du pouvoir avec ses promesses infinies, continues. Chaque année, on a des promesses. On va écouter tout bon sur la numérisation. Il nous a promis cette fameuse numérisation dans tous les secteurs. On va l'écouter ce qu'il avait dit en 94, 95 et bien sûr 96 ou 17. On va l'écouter. نهاية 24 نوصل للرقمنة النهائية. نتمنى باش هذا الرقمنة ننتهي منها في هذه السنة 25. أنا قلت سنة 2027 بالنسبة للجزائر تكون سنة حاسمة. نكونوا كملنا من الرقمنة إن شاء الله. C'est Hamid, ça continue avec ses promesses, même c'est des promesses, par exemple, la numérisation, on ne peut pas finir de la numérisation. C'est un système continu, on numérise Raqmana dans tous les secteurs et ça continue. Pour lui, on aurait dû le finir en 2024, on va dans 2025, on va dans 2027 et ça continue avec les promesses. C'est quoi? C'est pour qui ces promesses, c'est Hamid? C'est pour le peuple? C'est un message à l'interne ou... Vous savez, la numérisation, c'est la fin de ce régime. Parce que quand vous parlez de numérisation, vous parlez de la transparence. Votre invité Sikhlati a parlé de deux comptabilités, le cash et les chiffres qui sont dans les fichiers. Donc il y a la différence. Si vous avez la numérisation, il n'y a plus de cash. Et si vous n'avez plus de cash, vous n'avez plus cette économie informelle qui règne le système. Et il y a aussi un commentaire qui a été fait par rapport au contrôle des prix. Quand vous contrôlez les prix, ça veut dire que ce que vous faites, vous êtes en train d'asphyxier le commerce. Parce que les prix, c'est l'offre et la demande. Si vous n'êtes pas obligé de réguler les prix par rapport à la demande, l'offre et la demande, vous imposez des prix, vous poussez les commerçants à la triche et par conséquent, vous encouragez la spéculation. Et cette inflation qui existe en Algérie, elle est due au fait que, justement, on a une économie dirigée qui est basée essentiellement sur les hydrocarbures, avec la vente, tous les jours ils vendent des licences d'exploitation à des millions de dollars, c'est-à-dire que les ressources qui reviennent de droit à nos générations futures, ils sont en train de les exploiter. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à contrecarrer la dévaluation officielle du dinar. Le dinar officiel se maintient parce qu'il y a un cash flow qui continue à venir grâce aux ventes des hydrocarbures et des licences. Maintenant, cette numérisation, si elle se faisait, c'est éliminer l'argent liquide. D'ailleurs, un autre mensonge quand ils disent que nous ne sommes pas endettés parce que nous avons une dette interne. C'est quoi la dette interne? La dette interne, c'est quand l'État s'endette auprès des Algériens. C'est auprès des entreprises algériennes. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'ils sont en train d'enlever l'argent de la Sonatrach et de le mettre ailleurs, au lieu de laisser ces entreprises créer leur propre valeur ajoutée. L'Algérien ne participe pas de manière directe, contrairement à ce qu'ils disent,
Parce que quand vous faites une dette interne, c'est-à-dire que vous achetez des bons de trésor. C'est comme ça que l'État va récupérer l'argent. Si vous achetez les bons de trésor, ça veut dire qu'il y aura moins de cash sur le marché et par conséquent, il y aura moins d'inflation. Nous, on voit autre chose. Donc, ils annoncent, ils disent qu'on est en train de prendre l'argent chez l'Algérien qui participe à l'effort économique et social, mais ce n'est pas vrai. L'argent, ils le prennent ailleurs, comme je l'ai expliqué. Très bien. Très bien. Si Sofiane, quand on vous entend avec ce discours, si je peux dire, pessimiste, puisqu'il n'y a pas de volonté politique, il y a, ça c'est terrible de le dire publiquement, mais quand il y a une volonté de détériorer l'économie algérienne, ça c'est super grave et ça donne ce désespoir à la jeunesse algérienne et la seule solution pour eux, puisqu'il n'y a pas cette volonté, c'est d'essayer de s'enfuir, trouver n'importe quel moyen pour s'enfuir de ce pays, pas que pour des raisons économiques, parce qu'on avait parlé avant sur la situation des droits de l'homme et des libertés. On va écouter ce jeune Mohamed Slimane Aissani, il avait fait une déclaration, il s'est enfui, puis il a fait un communiqué, il a essayé d'expliquer pourquoi il a quitté le pays. Parce que c'est vrai que officiellement, voilà, c'est des jeunes, ils ne savent pas leur intérêt, c'est qu'ils ont embobiné, donc ils quittent le pays. Mais on va l'écouter, ce qu'il avait dit sur ce point, et je reviens à toi, c'est Sophie. أنا لا أنصح أبدا بالهجرة غير النظامية ولا أتمنى لأحد أن يمر بتجربة قاسية مثل التي مررت بها، ولكن لكل إنسان حكاية ولكل روح جرح ولكل قرار ظروف تجبرك عليه قبل أن تختاره. كبرت في مؤسسات تربوية وجمعيات تطوعية علمتني حب الوطن والصدق في خدمته. كنت إماما وخطيبا متطوعا في مساجد مدينتي، أنشط في المجال التربوي والاجتماعي، أحمل حلم التغيير بروح صافية، وأؤمن بأن الجزائر تستحق غدا أجمل. خرجت وصرخت مع الملايين في الحراك الشعبي، ناديت بالحرية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. كان حلمي بسيطا، وطن يحتضن أبناءه بدل أن يلفظهم، لكن صوتي الذي ظننته حقا صار يعامل كجريمة. اعتقلت بسبب آرائي ومنشوراتي وأفكاري، وبعد خروجي لم تتوقف المضايقات ولا التضييقات. ضاقت علي الأرض بما رحبت، وفي لحظة ضعف ممزوجة بالأمل لم أجد بابا مفتوحا غير باب البحر. البحر الذي لا يسأل فيه الإنسان عن فكره ولا عن رأيه، البحر الذي قد يأخذك إلى موت قريب أو حياة جديدة. فقلت لعل الله يكتب لي سعة بعد هذا الضيق. لم أهاجر لطلب مال ولا لأجل حياتي ترف، هاجرت من أجل كرامتي، من أجل حريتي، من أجل أن أتنفس دون خوف. أنا لا أفتخر بهذه التجربة، بل أفتخر أنني ما زلت حيا بعدها، وأرجو أن يكون ما مضى بداية لفجر جديد، لا هروبا إلى الظلام. اليوم لا أملك سوى أن أدعو الله أن يحفظ وطني وأن يرفع عنه كل ظلم، وأن لا يضطر أي شاب بعدي أن يختار طريق البحر. Sofiane, tu penses qu'elle représente la jeunesse algérienne, ce Slimane? Vous savez, cette déclaration-là me fait un flashback à il y a 28 ans, quand j'ai quitté l'Algérie. Ingénieur statisticien, je parle 4 langues, je n'ai pas de boulot. Il y a des journées où je n'ai pas à me payer une cigarette. Et ça, c'était en 97. Bon, je n'étais pas Kivankolo emprisonné ou quoi que ce soit, mais je voyais que ma vie ne vaut rien du tout. Et tu penses que c'est le même sentiment en ce moment? Exactement. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Ça fait 28 ans. Je me rappelle quand je suis venu ici à Londres, un samedi soir, j'ai passé la nuit à Victoria Coach Station. D'ailleurs, à chaque fois que je passe par la voiture, je regarde le coin où j'ai dormi,
où j'ai passé ma première nuit. Et j'avais 3 pounds sur moi, c'est ce que j'avais. Alhamdoulilah. Mais, bah voilà, c'est ça, quoi. C'est malheureux, ça c'est... Sauf que ce discours ou cet échange d'idées, on a juste un tabou. Maintenant, on ne peut pas parler de cette jeunesse qui se sent perdue, elles ne se sont pas chez elles en Algérie. Et comme l'avait dit Saad El-Si, le pouvoir n'a pas l'intention d'améliorer les choses. Il n'y a pas cette volonté politique, il n'y aura pas notre issue. C'est ça le danger pour l'Algérie. Si un jeune Algérien trouve que la seule solution, c'est de s'enfuir, et ça c'est très grave pour le pays. Oui, parce qu'il n'y a pas d'oreille où il n'y a pas de raisonnement. Tebboune, on parlait de Tebboune et les déclarations de Tebboune. Pourquoi Tebboune continue à faire des déclarations humoristiques, complètement non-sens, des choses qui sont illogiques. Et ça passe. Et ça passe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rétro à le corriger ou que lui il se corrige. C'est parce que celui qui le contrôle, il a un IQ en dessous de moins l'infini, en tout. En économie, en finance, en tout. Mais il n'a pas besoin, il n'a qu'à vous écouter, il va comprendre comme quoi ce chemin n'est pas, c'est pas le bon chemin pour l'Algérie. Donc il n'a pas besoin d'être avec un IQ, c'est pas un moins infini, il a besoin que d'une volonté, c'est tout. Oui, mais regarde, chauffe, l'Algérie, elle est gérée et les décisions sont prises dans un cercle très étroit et qui n'est pas inclusif du peuple. Je le dis franchement. Hein. Le peuple, c'est le dernier concern. Ça leur fait peur. Ça les fait peur. Ils ne le veulent pas. Je donne un exemple que j'ai donné déjà avant. Le projet de Baledna, qui va échouer en fait. Hein. Je ne vois pas ce projet voir le jour. Mais allez aux Qataris pour que eux, ils vont nous apprendre comment traire des vaches et comment gérer une unité industrielle qui va rendre un lait liquide en lait de poudre. On a plus d'ingénieurs que le Qatari en ont, des agronomes, des vétérinaires, des ingénieurs agronomes, des chimistes. Donc on a tous les atouts pour prendre leur projet et le copier et allons-nous aller à BGR qui a créé Baledna ou aller à d'autres sociétés. Il y a des sociétés suédoises, il y a des sociétés américaines, il y a d'autres sociétés allemandes. On pouvait discuter avec ces sociétés-là et voir un petit peu la formule qui nous arrange. Et on pouvait le faire avec notre argent, avec nos Algériens, dans notre Algérie. Pourquoi il va ? Parce que s'ils vont le faire de cette manière-là, ils vont faire par exemple une commission qui va gérer le projet. D'accord ? Cette commission, il va y avoir des représentants du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Santé, du ministère de l'Industrie, oui, parce que c'est des opérateurs algériens, des cadres Belek, disons, qui ne sont pas up-to-date aux technologies actuelles, qui peuvent avoir des formations rapides de recyclage. On va faire aussi du partenariat avec des étrangers. Si vous allez avec la société BGR et vous lui dites, voilà mon staff, c'est eux qui vont faire du training à ce staff. Comme les Qataris, ils ont fait. Mais les Choumas, ils ne veulent pas faire ça. Parce que s'ils vont faire ça, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir les livres à tout le monde. Je comprends. Non, ça ne les arrange pas. Non, on ne veut personne. Nous, ce qu'on fait, on va signer un chèque à blanc aux Qataris, et c'est les Qataris avec les Allemands qui vont se ranger, puis c'est tout. Très bien. Mais c'est Adel. Si on vient à cette situation, on a parlé de la numérisation, tu as entendu Hamid Lelou, on a parlé de notre économie, la valeur du dinar, mais il y a toujours des solutions que le pouvoir évite. Par exemple, c'est pas, on parle peut-être, on peut changer les feuilles, c'est pas la monnaie, le dinar, pour essayer de récupérer le cash, fermer les squares.
Est-ce que c'est des solutions valables et que le pouvoir évite ou c'est... Non, changer j'ai entendu ce point-là plusieurs fois par plusieurs personnes qui l'ont évoqué. Beaucoup disent qu'il va falloir changer donc la monnaie. Donc on va récupérer le cash qui existe en dehors des voilà, circuits. pour essayer de récupérer le cash qui existe. Or, ce qu'il faut comprendre, pour bien développer une économie, il faut comprendre l'économie. Quel est l'acteur principal de l'économie? C'est le consommateur, toujours. Le consommateur, c'est lui qui est donc... Quand on veut prendre le pouls de l'économie, on essaie de comprendre quelle est la vie et le quotidien de l'Algérien. D'accord? Changer la monnaie ne va rien résoudre, bien au contraire, ça va être encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que pour changer la monnaie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement lancer un avis d'appel d'offres pour acquérir du papier fiduciaire, parce que c'est un papier très particulier. Il faut ensuite acquérir des hologrammes. Ensuite, il faut que l'hôtel des monnaies qui est sur la rue des Fusillés, où j'ai eu moi-même l'occasion de travailler avec eux il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, avec de grandes entreprises où on les a conseillés comment bien imprimer l'argent par rapport aux technologies. Parce que, vous savez, l'Algérie a une technologie il y a 2-3 pays dans le monde qui utilisent encore l'imprimerie classique. Aujourd'hui, c'est imprimé au laser. La plupart des pays impriment au laser. L'Algérie, un pays scandinave et un autre pays utilisent une vieille méthode. Mais au moins, même si vous allez imprimer de nouveaux billets, avec peut-être le visage de M. Abdelmajid Tebboune dessus, ou n'importe qui, à un moment, il faudrait que tout l'argent qui revienne, parce que nous, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'on pense? Ceux qui pensent que ceci est une solution, moi je dis que ce n'est pas une solution. Vous allez dire, ok, supposez que vous êtes quelqu'un qui a 2 millions de dinars à la maison. Et on vous dit, voilà, il y a de nouveaux billets. Donc vous allez faire quoi? Vous allez vous rendre à une banque, remettre votre argent et on va vous remettre l'équivalent. Bon, quand on vous remet l'équivalent, ça reste votre argent. Le montant en valeur numérique et en écriture bancaire demeure le même. Ce n'est pas parce qu'on a imprimé de nouveaux billets que la valeur faciale de vos avoirs va diminuer ou augmenter. Elle sera toujours la même. Après, vous avez le choix. Vous voulez mettre l'argent en banque, vous allez le mettre en banque. Si vous décidez de ne pas le remettre en banque, vous allez le retirer. Donc on va revenir à la case départ. C'est complètement ridicule. Normalement, on sait exactement combien on a de cash et peut-être ici, on peut demander d'où vient cet argent. Exact. Oui, mais encore une fois, si vous êtes en train de parler de l'identification. On va identifier qui possède quoi ou qui possède combien. Mais au final, si vous avez un homme d'affaires qui a 5 milliards de dinars et puis il les change et il les remet en banque, il décide de les sortir, vous allez lui dire quoi? Ne les sort pas? Vous n'allez pas lui dire de ne pas les sortir. On fait ce qu'on veut avec son argent. Donc ce n'est pas une solution parce que ça va créer encore une fois le même problème. Pourquoi on ne ferme pas le square par exemple? Le square, on ne le ferme pas parce que nous n'avons pas simplement accès à des montants en devises que la Banque d'Algérie ne permet pas, parce que notre mentalité financière de la Banque d'Algérie a une stigmatisation sur une forme de bureaucratie de contrôle des marchés locaux, puis, enfin du marché local, je veux dire, de la devise, hein, je précise. Et on n'a pas envie de libérer ça. Le Maroc l'a libéré, la Tunisie l'a libéré beaucoup plus que nous. On a envie de garder la spéculation, parce que la spéculation nourrit la corruption, et puis, voilà, c'est tout un mécanisme très difficile de désancrer. Aujourd'hui, en Algérie, on ne peut pas lancer la monétique proprement, parce que dans la culture de la substance mentale de l'Algérien, l'Algérien fait plus confiance à un billet physique fiduciaire qu'il voit, qui touche, qui contrôle. Vous n'allez pas lui dire que si tu perds un billet, il est parti, mais si tu perds une carte, tu peux la bloquer. L'Algérien n'accepte pas ça. Le problème, c'est une question de confiance entre les dirigeants et le peuple. C'est une question de confiance. En l'occurrence, oui, mais c'est surtout une question de culture. Nous avons annoncé la téléphonie mobile. Le taux de croissance dans la téléphonie mobile, il est de 1200%. Il est extraordinaire. On n'a pas su gérer le parc de 45-50 millions de téléphones, smartphones en Algérie pour lancer par exemple les fintechs, c'est-à-dire la finance électronique. Alors qu'on aurait pu le faire, c'est très facile à faire. Aujourd'hui, je donne un autre exemple. Si on aimerait contrôler, et je donne juste un exemple, hein, si on voudrait aujourd'hui contrôler, je pense, où sont les finances des plus grandes fortunes en Algérie, vous n'avez qu'à, l'Algérie peut parfaitement lancer un emprunt obligataire de Sonatrach, qui est la plus grande entreprise d'Algérie et la plus grande entreprise d'Afrique, d'ailleurs, toujours,
Si l'Algérie décide, si l'État décide de lancer un emprunt obligataire de Sonatrach, c'est-à-dire que ouverture de capital, mais exclusivement pour les Algériens, il faut avoir un cahier des charges et dire nous invitons les Algériens à venir investir dans la valeur la plus absolue du pays, c'est-à-dire le pétrole. Si on fait ça, donc vous allez avoir beaucoup de gens qui vont se ruer à venir acheter des positions. Ça va permettre à la bourse de récupérer, parce que vous savez, un emprunt obligataire, c'est auprès des banques que ça se fait, vous allez mettre de l'argent, vous récupérez vos reçus et vous êtes titulaire d'un certain volume d'actions. Et là, on pourra déjà voir, ça permettra aux gens de fructifier leur argent, ça permettra à Sonatrach et à l'État d'identifier où se trouve l'argent et ça va instaurer un climat de confiance. Pourquoi? Si on arrive à casser le mur de la peur entre l'investisseur et non pas le consommateur, entre l'investisseur, parce que l'investisseur, il n'est rien sans le consommateur. Le consommateur règne en maître absolu. Mais l'investisseur, s'il n'a pas le mur de peur devant lui, si on arrive à mettre l'argent dans le marché pour créer de l'emploi, pour créer un tissu industriel, quel qu'on soit, Ntaya, Houa, Anna, tous, Hada fait le plastique, l'autre fait le lait, l'autre fait des chapeaux, l'autre fait des pièces. Si on arrive à construire un écosystème où il y a un esprit de confiance entre l'investisseur et l'État, au bout de quelques années, 5 ans, 10 ans, vous pouvez vous retrouver avec des indices économiques satisfaisants. À condition d'avoir une volonté politique pour faire ça. Voilà, c'est pour ça que je conclus sur le fait que j'ai rien contre le président Tebboune. Je pense que même avec sa bonne volonté, ça ne pourra pas se faire de son vivant. Très bien. De toute façon, vous voulez ajouter en 20 secondes. Le changement de la monnaie, quand un pays décide de changer sa monnaie, c'est-à-dire qu'il y a une phase de décontamination de l'économie. Allah, comme on dit, elle fait mal. It's painful de le faire parce que... C'est pour la transition, tu veux dire? Oui, parce que tu n'es pas obligé disons qu'on va créer une monnaie qui va s'appeler X, d'accord? Et le 1 dinar d'aujourd'hui n'est pas obligé d'être égal au X qu'on va réutiliser. Il y a des valorisations qui peuvent être faites. Mais seulement, pour résumer, c'est une bonne opération et c'est la bonne solution de changer la monnaie. Ça, c'est une opération qui est délicate. Tu prends quelqu'un qui est malade d'un cancer et qui ne doit pas fumer. Et son opération est très risquée. Mais vous lui dites, voilà, on fait l'opération, mais une fois l'opération faite, tu ne vas pas fumer. Alors lui, il finit l'opération et il reprend ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait. Donc, le changement de l'idée, c'est une bonne idée, mais il faut la préparer et avoir la bonne intention d'arrêter avec les anciennes pratiques. Très bien. Là, ça peut changer. Très bien. On est arrivé à la fin de... Monsieur Hamid Lello, peut-être en 20 secondes, le dernier mot pour toi, c'est Hamid. En 20 secondes, Inane. Hamid? Non, je crois qu'il y a un problème on ne va pas voir, il y a un problème de son. Allez, Hamid Lello, directeur d'Oran for Democracy en Algérie, parti de Washington, je vous remercie de votre participation à Texaha. Je remercie nos amis ici, Sofiane Hanaji. Merci beaucoup, militant politique. Et bien sûr, M. Adel Khallaf, consultant international télécom, bancaire, économique. Merci beaucoup. Donc, on est arrivé à la fin de cette émission. Inch'Allah, je vous donne rendez-vous à demain. Salam alaikum wa rahmatullah.